Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin. Vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans ce 8e numéro de la série. J'accueille tout de suite messieurs Paul Orsi de RMC et Sabatier de Web Girondin. Bonjour, bonsoir messieurs. Bonsoir, salut les gars, bonjour. C'est selon. Bon, comment ça va là après ce 8e apéro, comment vous vous sentez? Ça va. On fait plus que le grand chelem des 4 jours, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. C'est pas mal. Ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est que retour des beaux jours, il se remet à faire chaud, ça incite à boire. Et ça, c'est jamais bon. Ouais, tout à fait. Vrai. Avec modération, le rappel. Merci à toutes et tous de nous suivre chaque jour. Donc, dans cette émission, on aborde un thème sur les Girondins. C'est un podcast qui est en ligne tous les soirs à 18h30 pour l'heure de l'apéro sur Web Girondin et toutes les autres plateformes. Hier, la traditionnelle question, qui devient traditionnelle maintenant, qu'on avait posée, suite au thème sur le rachat du club. La question posée, c'est selon vous, Bordeaux peut-il être acheté dans un avenir proche? Alors, on a mis 1 à 2 ans sur Web Girondin et 85% des personnes pensent que oui. Je ne sais pas si vous voulez commenter ou pas. Ouais. Non, mais bon, c'est sûr que voilà. Je pense que plus que ce que les gens pensent, c'est ce que les gens voudraient. Les gens voudraient que le club soit racheté. Maintenant, moi, je suis pas aussi sûr que ça se fasse, quoi. Ouais, voilà. Donc d'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions suite au podcast d'hier et des réactions plutôt positives sur des gens qui sont inquiets du mode de financement qu'on a détaillé, de ce qu'on sait de Bruno Fievé, le seul candidat pour l'instant qui s'est déclaré à la reprise. Voilà. Bon, on est parti pour ce nouveau numéro. Allez, c'est parti. Allez, détendez-vous. La question du jour va concerner les joueurs en prêt des Girondins. Peuvent-ils renforcer l'effectif des Marinés Blancs cet été? Avec un mercato qui s'annonce plutôt calme du côté des arrivées, on va passer en revue les joueurs en prêt. Quels sont-ils, ces joueurs en prêt? Alors, je vais vous les citer, messieurs, et puis après, on va faire un focus sur 2 ou 3 d'entre eux. Donc, en prêt, il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs. Moi, ça m'a un peu surpris. Aaron Boupendza, qui était en prêt dans un club de D2, D3 portugaise, Ferenc, Belanova à l'Atalanta, Benraou à Nîmes, Alexandre Mendy à Brest, Paul Bernardoni à Nîmes et Auvert Mandanda, le gardien, à l'US Créteil. Déjà, quand je vous donne cette liste, quelle réaction vous avez? Écoute, on peut dire que c'est des prêts qui sont faits pour des raisons différentes. Bernardoni, c'est pour accumuler du temps de jeu. Benraou, c'est parce qu'on a eu la possibilité de le vendre. Donc voilà, parce que c'est un prêt, mais avec option d'achat quasi obligatoire de Nîmes. Enfin, on reviendra sur les détails tout à l'heure. Et Alexandre Mendy, pareil, c'est quelqu'un qui avait aucun avenir à Bordeaux, en tout cas avec Souza. Et donc ils ont fait le choix de le prêter. Donc franchement, c'est des choix différents, quoi. C'est des profils différents et ces prêts ont été faits pour des conditions différentes. C'est vrai, chaque cas est particulier. Flo, un avis général sur tous ces joueurs prêtés? Écoute, pour moi, Bernardoni, c'était somme toute logique de le prêter encore une fois à Nîmes parce qu'il avait fait quand même du bon boulot et comme ça, on va dire, il est dans un environnement qu'il connaît et malgré cette petite blessure qu'il a eu en début de saison, d'ailleurs, est-ce que c'était de lien de cause à effet les mauvais résultats de Nîmes? Bizarrement, quand il est revenu, on a senti un Nîmes olympique un peu meilleur. Concernant Alex Mendy, comme l'a dit Nico, je pense que voilà, clairement, il faisait partie, on le rappellera, du fameux loft et des indésirables que Paulo Souza ne voulait pas. Et après, Yacine Benraou, ben voilà, il y avait un peu un embouteillage, je pense, à son poste, notamment avec Adli, et en sachant qu'Adli joue pas non plus en tant que titulaire, c'est compliqué de garder quelqu'un comme Benraou, même s'il a quand même une certaine qualité, qualité de pépite, comme on a tendance à dire. Et puis après, il y a eu aussi Raoul Belanova, qui, bon, malheureusement, a été obligé d'être prêté, dans le sens déjà où il jouait pas ou peu, et il a été aperçu une seule fois, c'était contre le SCO d'Angers, où il y avait eu un accident général de la part du 11 titulaire de Paulo Souza. Et puis là aussi,
je m'attendais peut-être à ce que Gasperini le fasse un petit peu plus jouer que Paulo Sousa, mais il n'en est rien parce que pour l'instant tu as des mecs comme De Roon et Hadbourg, les deux Hollandais qui fonctionnent bien sous Gasperini, et donc du coup ils jouent pas. Donc il y a peut-être une possibilité de le revoir chez les Girondins après son prêt, même si j'aime bien rappeler que Gasperini fait aussi confiance beaucoup aux jeunes, notamment aux jeunes Italiens, donc peut-être qu'il jouera dans les prochains mois ou peut-être l'année prochaine, je serais tenté de dire, parce que plus on se dirige vraiment vers du côté de l'Italie, juste pour faire un micro-focus vers un arrêt de la Serie A, et le championnat ne devrait pas reprendre d'ici la fin de la saison. Et pour Bellanova, lui il est prêté jusqu'en juin 2021. Donc voilà. À l'Atalanta, je le précise pour nos auditeurs. Donc lui, on va le mettre à part. Avant de faire le focus sur 3 joueurs, Bernardoni, Benraou et Alexandre Mendy. Donc Bellanova, on le met en part. Je pense qu'il reviendra pas. Boupenza, c'est une énigme pour moi. Je sais pas si vous avez des infos sur ce joueur. A priori, son prêt a été cassé début mars avec le club portugais. Il a très peu joué. Et c'est un joueur qui est encore en contrat jusqu'en 2021 avec Bordeaux. Aaron Boupenza, je sais pas si vous avez des infos sur lui, parce que c'est vraiment une énigme. Pour moi, c'est une énigme. Non, pas d'infos. C'est un joueur qui avait pas mal de potentiel, qui avait fait une très bonne saison à Pau, qui avait montré quelques belles choses à Tours. Après, moi, tout ce que je peux dire sur Boupenza, sans être très bien informé, sans être en contact avec son entourage et lui, donc voilà, c'est ce qui se dit un petit peu, c'est que c'est parfois compliqué au niveau relationnel, avec des coachs dans des équipes au niveau comportement. Donc voilà, ce qui fait peut-être qu'il n'arrive pas à franchir ce fameux cap. Je pense que ça fait partie de ces joueurs qui sont des joueurs sur lesquels on a parié, comme peut l'être un Mikel Nilor, enfin voilà, qui sont des jeunes qui avaient du potentiel et qui ont du potentiel, ça c'est une certitude. Maintenant, entre avoir du potentiel et l'exprimer au plus haut niveau et être performant au plus haut niveau, ça reste un gap incroyable. Le club a fait le choix de les faire signer pro pour pouvoir les verrouiller si jamais ils explosaient. Pour l'instant, c'est compliqué. Boupenza, je pense qu'ils vont essayer de s'en séparer définitivement cet été. Essayer de casser son contrat ou essayer d'en tirer une petite somme. Mais c'est vrai que vu son prêt au Portugal, là, ça va quand même être compliqué de lui trouver un point de chute. Ouais, et il a encore 1 an de contrat jusqu'en 2021. Florian, concernant Auvergne Mandanda, qui joue, lui, quand même un petit peu avec Créteil, il va revenir, mais il va être complètement barré. Donc, en termes de possibilité de temps de jeu, s'il revient au Auvergne Mandanda. Oui, non, ça va être compliqué. Bon, il faisait partie de cette jeune génération sur laquelle on croyait un petit peu du côté des Girondins. En U19, il faisait plutôt le boulot de ce que j'avais cru comprendre. Après, c'est vrai que au niveau des gardiens, on va dire que quand même, il commence à y avoir un petit embouteillage, parce que c'est vrai que si il y a Costil, Poussin qui commence petit à petit à prendre des galons, et puis ça s'entend très bien aussi avec Benoît Costil et Griot, et puis si jamais Paul Bernardoni revient, on sait pas pour l'instant, même si on écoute un peu les médias locaux, notamment la Gazette de Nîmes, si je dis pas de bêtises, le Nîmes Olympique serait vraiment prêt à faire un effort financier pour garder notamment Paul Bernardoni et Yacine Benraou. Je sais pas si tu as plus de chiffres de ce côté-là, Nico, mais il me semble que c'est 1,5 million l'option d'achat. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il devrait le garder, même s'il y a descente, de ce que dit la Gazette de Nîmes hier. Ouais. Après, Nico, pour revenir sur Mandanda, il est numéro 2 de Créteil qui est en national. Ouais, donc tu vois, pour les Girondins de Bordeaux, c'est quand même, même si c'est un super mec over, c'est quand même léger en termes de performance. Il a joué qu'un match en national. Oui, c'est vrai, tu as raison, il a pas joué tant que ça. Ouais. Tu vois, c'est quand même léger. Il a joué les coupes. Bon, même à Créteil, il s'impose pas. Donc ça prouve quand même qu'il lui reste quand même beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir prétendre jouer dans un club comme les Girondins. Par contre, il y en a un qui joue un petit peu, je crois, avec le Paris FC, si je dis pas de bêtises, ou un autre club. J'ai plus le club en tête maintenant, mais il y a aussi Ibrahim Diarra qui a été prêté par le club et qui avait effectué un petit peu la préparation cet été avec Paulo Sousa aussi. Alors, il y a Ibrahim Diarra et il y a Mikel Nilor qui a été prêté en national à Avranches, qui marque quelques buts aussi. Ça c'est des joueurs qui
qui joue un petit peu. Alors, c'est pareil, Ibrahim Diarra, c'est compliqué de savoir. Ce genre de joueur qui commence maintenant à avoir quand même un petit peu plus de la vingtaine, 21, 22 ans, c'est plus si jeune que ça pour un club de foot. On voit que maintenant, il y a des joueurs qui à 18, 19 ans explosent. Alors, bien sûr, chaque joueur a son développement, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es les Girondins de Bordeaux? Est-ce que tu continues à capitaliser sur ce genre de joueurs ou tu t'en sépares et tu essayes de faire monter des petits jeunes que tu as là en réserve de 18, 19 ans? Moi, je serais plus partisan de faire ça, mais bon, après, voilà, pourquoi pas. Alors, Ibrahim Diarra, il joue à Créteil. Voilà, il est prêté à Créteil. Alors, lui, 4-5 matchs, je crois, de mémoire. 7 apparitions, ouais. 7 apparitions, un but. Ils le mettent arrière-gauche. Alors, je suis plutôt surpris. Un but, il oui, moi jouer. aussi. Ouais, il devait jouer devant. Je suis sur le site Transfermarkt pour avoir les infos. Donc voilà, 300 minutes de jeu, ça reste quand même assez faible. Michael Nilor qui joue à Avranches, qui est un bon club de national. Je crois qu'ils sont bien classés à Avranches. Il a quand même marqué 8 buts en national. Donc c'est un joueur qui, cette saison, Nilor, il tourne bien. Il a joué 22 matchs. Et c'est l'attaquant titulaire à Avranches. Et pour le coup, lui, il a franchi le cap entre la N2 l'an passé et la nationale. Et donc, c'est vrai que ce mec-là, il prouve que sur cette prépa estivale, on pourrait peut-être lui laisser sa chance. Alors après, je te dis pas que ça sera un joueur majeur des Girondins dans les années à venir, mais on sait que Bordeaux aura beaucoup de mal à recruter un attaquant encore cet été. Pourquoi pas rentrer dans la rotation? C'est vrai, Michael Nilor, tu fais bien de le souligner, quand on voit son temps de jeu, 22 matchs, 8 buts, une passe décisive, 1300 minutes de jeu, c'est pas mal, c'est vrai que c'est bien. C'est pas mal, Nilor fait une très bonne saison. Ouais. Donc oui, il est sous contrat, alors j'ai pas son contrat avec Bordeaux, la durée de son contrat, mais bon, je pense qu'il va revenir. C'est 2021 aussi, il me semble, mais cet été, je crois que c'est 2021. Voilà, bon, c'est bien de remettre un peu le nom sur des noms et des performances sur ces joueurs-là qu'on a tendance à oublier. En tout cas, moi, le premier, j'avais complètement oublié que ces deux joueurs-là dont on vient de parler étaient prêtés. Alors, le focus sur 3 joueurs. On parlait de l'attaquant. J'ai envie qu'on commence par Alexandre Mendy, qui est arrivé à l'époque de Gourvenec au Girondins de Bordeaux. Il avait commencé à jouer, puis s'était gravement blessé au genou. Ensuite, il y a eu ces changements de coach à Bordeaux. Aujourd'hui, il a 26 ans et il est prêté au club de Brest, où il réalise quand même une saison plutôt correcte. Il joue régulièrement. Est-ce que ça peut être le style d'attaquant qui peut apporter à Bordeaux et que Paulo Sousa pourrait utiliser? Flo? Non, moi je pense pas. Moi honnêtement, je pense pas. Même si quand il est arrivé, j'aimais plutôt, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a. Si on regarde un peu son passé, il a souvent joué les seconds couteaux, que ça soit à Nice, je crois, à Guingamp, il avait fait plutôt des la saison dernière, notamment c'était un peu grâce à lui que Guingamp avait réussi à éliminer le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Coupe de la Ligue. Je crois que c'était en huitième de finale. Donc voilà. Après pour moi, je pense que c'est plus un joueur dont tu voudras te séparer à l'issue de la saison, parce que moi je vois clairement pas Paulo Sousa lui faire confiance. Nico? Mendy, c'était pas mal, c'était trapu, robuste dans la surface, un peu un taureau, quoi. Si tu te fies au profil de Mendy, tu dis que c'est un attaquant que t'as pas dans ton effectif, comme tu dis, solide au but, très fort dans le duel, plutôt adroit face au but. Donc ça, c'est vrai que ce point de vue-là, c'est sûr que c'est un profil que t'as pas dans l'effectif. Maintenant, je pense que c'est quand même un joueur qui manque de technique de base pour être Sousa compatible. Même au poste de numéro 9, même en déviation, il a quand même besoin, Sousa, d'avoir des mecs qui sentent vraiment le jeu. Je dis pas qu'Alex a pas du tout de vision du jeu, mais voilà, c'est quand même un joueur qui va jouer, comme on le disait, dos au but, en remise et tout ça. Je pense que Sousa, il attend autre chose aussi de son numéro 9. Et surtout, Sousa a besoin et on le disait avec Briand, d'un 9 qui travaille beaucoup sur le front de l'attaque. Et on sait qu'Alex a des pépins physiques, c'est compliqué pour lui de revenir, que il joue avec Brest et il est intéressant avec Brest, mais qu'il enchaîne pas non plus tous les matchs parce qu'il est en concurrence avec d'autres joueurs, dont Gaëtan Charbonnier. Bon voilà, c'est quand t'arrives pas à t'imposer vraiment à Brest et à être le numéro 1 à Brest sur une saison, même s'il a marqué 3 buts là et donner une passe D en Ligue 1 en 20 matchs, pour moi, tu es quand même léger pour jouer à Bordeaux. Alors après, c'est ce qu'on disait, tout dépend
du mercato d'été que tu vas faire? Est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir un troisième attaquant dans ta hiérarchie derrière Brillant, Maja, si sûrement? Est-ce que ça pourrait pas être Alexandre Mendy? Oui, lui, je suis pas sûr qu'il reste au club pour être le troisième attaquant du groupe et faire banquette et être en tribune. 24 matchs cette saison, 3 buts, une passe décisive, un peu plus de 1000 minutes de jeu, 1124 minutes de jeu, et une cote. Alors on parle d'argent, hein, il est sous contrat jusqu'en 2021. Si Bordeaux souhaite s'en séparer, son indemnité de transfert est évaluée à un peu plus de 2 millions d'euros, ce qui est pas mal. Ouais, alors pour relativiser, hein, c'est les estimations de transfert market. Oui. En termes de stats, c'est pas la véritable valeur du joueur, hein, même si transfert market est plutôt très 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 fiable, mais ça reste quand même que des estimations. Tout à fait. Et pour ça qu'Alexandre Mendy peut pas partir à 3 millions ou qu'il partira pas pour 800 000 ou 1 million d'euros, tu vois. Donc faut relativiser, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a marqué quelques buts en Ligue 1 et pour qui un club pourrait mettre 2 millions d'euros, je pense. Bon, très bien. Donc, on a vu Mendy. Tu veux rajouter quelque chose sur Mendy, Flo, ou on a tout dit? Non, c'est bon, globalement. On a tout dit, je pense. Et comme l'a dit Nico, c'est vrai que ça ne sera pas une indemnité. Je pense que si tu arrives à le vendre déjà à 1 million, ça sera déjà pas mal. Ouais. Donc, voilà, ça fait partie de l'actif joueur, comme on dit, dans le foot business. Donc, Mendy, on a vu. On va parler de Paul Bernardoni maintenant, qui est prêté à Nîmes. Il a 22 ans, Paul Bernardoni. Il est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2023. Une valeur estimée à 7 millions d'euros. C'est peut-être le joueur qui ne jouera peut-être plus jamais avec Bordeaux, mais qui va peut-être apporter pas mal d'argent aux Girondins, Paul Bernardoni. Est-ce que c'est possible qu'on le vende cet été? Oui, c'est possible. Franchement, ce dilemme-là, c'est très compliqué pour les dirigeants, je pense, parce que Bernardoni, dans tous les clubs de France, je pense qu'au bout d'un moment, tu le fais jouer, tu l'installes et ça devient ton numéro 1. Sauf que là, à Bordeaux, il joue au poste de Benoît Costil, qui est capitaine, qui a 32 ans, qui a prolongé lui aussi jusqu'en 2022. Et c'est ce qu'on disait dans le premier numéro de notre petit podcast, c'est que Costil, c'est un indéboulonnable et qu'il est très important au-delà du terrain, dans le vestiaire, tout ce qu'il apporte en dehors au club, dans l'image que renvoie le club. Donc voilà. Donc je veux dire, c'est pas simplement de la performance pure sur laquelle va être jugé Bernardoni. Ce qui est sûr, c'est que tu l'as dit, contrat jusqu'en 2023. Lui, il va vouloir continuer à jouer. Il fait une bonne deuxième partie de saison là en Ligue 1 actuellement. Il a été énorme l'an passé. Il est international espoir. Enfin, il était international espoir. Voilà, c'est un top joueur. C'est un top joueur. Si tu le vends, je pense qu'il faut le vendre là, parce que avec 3 ans de contrat, tu peux te permettre de le vendre encore en 2021. Il lui restera 2 ans de contrat. Est-ce que lui acceptera d'être prêté encore 1 an? Ça, j'en suis pas sûr, mais tu peux te permettre de le vendre en 2021. Mais il faut t'en séparer quand il a une vraie valeur marchande. Si tu décides de faire le choix de continuer avec Benoît jusqu'au bout, je pense qu'il faut s'en séparer cet été. De toute manière, il va falloir régler cette situation. Ça va pas vouloir se reproduire tous les ans. Ce match Bernardoni, Costil, même pour les joueurs, c'est compliqué. Et puis la situation de Paul au quotidien, c'est dur parce qu'il joue dans un club, Nîmes, auquel il est profondément attaché, mais il est aussi attaché aux Girondins. Il est encore sous contrat avec Bordeaux. Bon, c'est pas facile pour lui à gérer. Est-ce que Nîmes, Flo, tu en parlais tout à l'heure, ils ont les moyens financiers d'acheter Bernardoni? Parce que la question, elle va être là. Alors Nîmes ou un autre club, mais c'est Nîmes qui aimerait le garder. Mais moi, je me demande s'ils ont la surface financière pour pouvoir se l'offrir. Comme je le disais tout à l'heure, si on écoute la Gazette de Nîmes, apparemment, le club du Gard serait prêt à faire un gros effort financier pour l'acquérir, quitte à devenir largement le plus gros transfert de l'histoire du Nîmes Olympique. Maintenant, comme le dit aussi ce média local, reste à savoir aussi la position des Girondins et s'il y aura aussi des offres concurrentes. Moi, je pense que ça serait bien pour lui qu'il reste à Nîmes et honnêtement, pour moi, il faudrait le vendre parce que dans un sens où comme le disait Nico, c'est compliqué. Tu as quand même Benoît Costil qui est là. Je pense que ça sera sans doute peut-être son dernier club. Après, on verra. Il peut se passer beaucoup de choses. Et puis, je trouve que quand même Gaëtan Poussin, sur le peu de fois où on lui a permis d'être titulaire, il a été plutôt bon. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense que ça serait vraiment intéressant de faire partir Paul Bernardoni parce qu'on rappelle qu'il avait été recruté sous Willy Sagnol contre une somme
de 2,5 millions d'euros. Si tu arrives à le vendre, allez, on va dire entre 7, 8 millions comme est sa valeur marchande, ça serait déjà une belle plus-value. Ouais, bon. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura jamais eu cet espoir, mais c'est une question de timing. Hein. Comme les gardiens, t'as qu'une place sur le terrain. Donc, non, mais après, c'est un choix. C'est un choix de la direction. Oui. Moi, franchement, je pensais très sincèrement, et j'adore Benoît Costil. Je pensais je crois que prolongé d'une saison, il me semble, ou quelque chose comme ça. Il devait être sous contrat jusqu'en 2021 avant. Il me semble. Oui, il a prolongé, oui, tout à fait. Je crois que c'est... Donc tu vois, il aurait pu laisser la place à Bernardoni parce que voilà, il y a un moment où il faut préparer l'avenir. Mais vu la décision des dirigeants de prolonger les deux et de prolonger surtout Benoît jusqu'en 2022, le message que tu envoies à Bernardoni, c'est avant que tu joues chez nous, ça va être compliqué, quoi. Ouais, donc, après, bon, c'est quand même fait proprement par le club. Hein. Il lui trouve toujours un club de Ligue 1. Il peut continuer sa progression, Bernardoni. Bon, voilà. Oui. Non, mais en plus, Bernardoni, c'est un garçon intelligent qui est bien entouré. Donc, c'est pas quelqu'un qui fera des vagues dans un groupe et qui va faire un scandale. En plus, il joue et il est bon. Il joue en Ligue 1 et il est bon. Bon, ben voilà, Paul, on verra certainement une vente cet été, ce qui ferait du bien aux finances des Girondins. Hein, ça. On en est sûr. Et enfin, le dernier, alors lui, il est prêté avec une option d'achat. C'est la pépite, comme certains l'appellent. C'est Yacine Benraou, prêté, tu l'as dit, Flo, à Nîmes, avec une option d'achat de 1,5 million d'euros en fin de saison. Beaucoup ont fustigé et critiqué la décision des Girondins de le prêter, et surtout avec une option d'achat aussi faible sur un joueur avec cette qualité technique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on le reverra certainement plus sous le maillot des Girondins, Yacine Benraou. Vas-y, Flo. Bah oui, je pense. C'est dommage parce que vraiment, il avait fait moi, je le suivais un peu justement depuis quasiment les U19 où il avait marqué deux trois jolis buts et même avec la CFA où il montrait sa patte gauche sur coup franc. Il avait montré aussi avec les Girondins. Il le montre encore plus avec le Nîmes Olympique parce qu'il a planté deux trois buts plutôt sympas, et puis même dans le jeu il est plutôt pas mal. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est plus un joueur d'axe, donc plus un milieu offensif qu'un ailier droit, parce que bon, il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer aussi sur le côté gauche, mais pour moi, si on doit par exemple comparer avec ce qu'on a eu dans le passé du côté des Girondins de Bordeaux, qui est par exemple Adamounas avait quand même beaucoup plus d'explosivité que lui, et je trouve que dans le cœur du jeu, il est intéressant. Donc voilà. Après, je pense qu'on le reverra sans doute plus. Je pense c'est un petit crève-cœur pour les supporters. Je pense qu'ils ont un petit peu raison, mais après le problème c'est que où tu le fais jouer aux Girondins Bordeaux à l'heure actuelle, quoi, c'est compliqué. Alors déjà, Benraou, il y a quand même une clause dans son option d'achat qui fait que si Nîmes descend en Ligue 2, il reste pas à Nîmes. Ça, c'est quand même important. Donc voilà, si Nîmes descend, ça casse l'option d'achat automatique. Donc, ce qui peut faire que Benraou reviendra. Alors moi, franchement, je vais peut-être être un peu dur avec Yacine. Je trouve que c'est un bon joueur, mais je trouve qu'on s'enflamme beaucoup trop, quoi. On s'enflamme beaucoup trop sur Benraou. Alors il a fait un deuxième début de deuxième partie de saison très bon avec Nîmes. Ça c'est indéniable. De super performances. C'est un joli joueur qui a des qualités, mais c'est quand même pas pareil d'être bon à Nîmes et d'être bon au Girondins de Bordeaux. Et tu peux pas avoir le même temps de jeu à Nîmes qu'aux Girondins de Bordeaux quand tu es un jeune joueur comme Yacine Benraou. Il a quand même un petit peu joué sur le début de saison, il a montré des choses, mais tu te disais pas quand il jouait avec Bordeaux, enfin il a joué 10 matchs en Ligue 1 entre la fin de saison dernière et ce début de saison avec un faible temps de jeu, hein. Il rentrait pas, je vous l'accorde, une demi-heure par match, mais on s'est jamais dit ce joueur-là c'est quand même incroyable. On parle tous maintenant du montant de l'option d'achat. C'est sûr que quand tu le vois jouer ses premiers matchs avec Nîmes, tu te dis mince, on aurait dû la caler à 3 millions d'euros ou à 4 millions d'euros l'option d'achat, c'est sûr. Mais en fait, ils ont fait ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs qui voulaient de Benraou cet hiver et que Bordeaux voulait dégraisser un petit peu et qu'ils ont fait le choix après lui avoir donné sa chance, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu leur chance au Girondins, lui il l'a eu un peu.
Alors, je dis pas qu'il a eu la capacité de montrer tout ce qu'il valait, ça c'est sûr, mais il l'a eu quand même un peu. Ils ont fait le choix de s'en séparer. Et puis, vous savez, c'est toujours difficile de s'imposer dans son club formateur parce qu'on est dans le confort, parce qu'on est à la maison, on a la famille, on a nos potes, les potes du centre de formation, on connaît tout le monde. Et souvent, il faut que ces joueurs-là quittent leur cocon un petit peu avant d'exploser. Et je suis pas sûr que s'il avait été vraiment installé à Bordeaux et si on lui avait confié des responsabilités, il aurait eu les mêmes rendements qu'à Nîmes. C'est sûr, je rebondis sur ce que tu disais, Flo, c'est un joueur d'axe et j'ai regardé un match de Nîmes en entier, je me souviens plus lequel c'était. Mais il joue dans l'axe. Il joue sur tout l'axe, il bouge dans l'axe du terrain, il est assez libre et c'est vrai que tu te rends compte qu'à Bordeaux, il n'avait pas du tout ce rôle-là. Et il a beaucoup plus de responsabilités, donc le prêt pour lui, c'est bien, ça lui donne du temps de jeu, du volume de jeu, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, il rentrait pas dans le schéma de jeu de Sousa. Hein. Mais parce à Bordeaux, tu as quand même meilleur à son poste actuellement derrière l'attaquant. Je pense. Tu as vu le secteur offensif de Nîmes avant qu'il arrive? Il n'y avait personne. Ouais, mais il lui donne de la responsabilité. Et ce que disait Flo, c'est que finalement, il joue à un poste qui n'existe pas à Bordeaux. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vrai. Ouais, voilà. Il pourrait exister, mais le problème c'est que tu as déjà un mec comme Yacine Adli. Je pense que déjà tu feras plus jouer forcément Yacine Adli, qui t'a quand même coûté des sous que Benrahou. Ça c'est indéniable malheureusement. Et deuxièmement, pour moi aussi, tu as un joueur que tu pourrais rajouter derrière l'attaquant si jamais Nicolas Depréville est out pendant des semaines. C'est aussi Rémi Houdin qui a souvent joué aussi derrière un attaquant au stade de Reims. Donc pour moi le secteur est bouché. Alors évidemment je pense que les supporters râlent un petit peu parce que voilà, c'est quelqu'un qui est issu du centre, etc. Qu'on a sorti 2-3 bons joueurs récemment avec Youssouf, avec Chouamini, avec Jules Koundé. Donc on veut cette fibre de centre de formation pour devenir la Masia bordelaise, qui sait. Mais c'est compliqué pour Benrahou et pour moi, je pense qu'il partira. Sauf si, comme le disait Nico, s'ils se maintiennent pas, Nîmes. Il reviendra à la maison. Et puis non, mais attention à l'enflammade aussi. Il a joué 9 matchs de Ligue 1 avec Nîmes, il a été très bon, mais il a que 9 matchs de Ligue 1 avec Nîmes. Attendons de voir dans la durée. Je veux dire, maintenant on va très très vite, on voit qu'un gars est bon sur 2 matchs, on se dit on aurait dû le garder, on aurait dû monter l'option d'achat à 8 millions. Fallait être devin. Celui qui, avant le départ de Yacine Benrahou, pronostiquait que Nîmes allait éclater allait tout éclater à la reprise du championnat après la trêve hivernale et que Yacine Benrahou allait s'imposer et être le taulier de l'équipe nîmoise. Franchement, chapeau. Chapeau, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient pronostiqué ça. Ouais, moi j'ai été surpris. Moi ça m'a surpris. On a tous été surpris. Maintenant, c'est un très bon petit joueur et je pense que c'est un joueur qui a un niveau pour faire une belle carrière en Ligue 1 et dans des bons petits clubs de Ligue 1. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit le joueur qui puisse s'imposer dans un club qui vise, on va dire le top 8, top 7 de la Ligue 1. Peut-être qu'il me fera mentir, je l'espère pour lui, mais actuellement, moi, ça m'a pas paru incongru de le lâcher cet hiver et même de le lâcher à 1,5 million, 2 millions. Quoi. Bon, mais voilà, on a fait le tour des joueurs prêtés. Alors, c'est bien d'avoir mis le doigt sur Nilor, qui a été sorti de mon radar, Michael Nilor. Donc, moi, ce que j'en conclus par rapport à ce que vous avez dit, Nico et Flo, c'est que finalement, si Bordeaux comptait se renforcer sportivement avec le retour de certains joueurs en prêt, c'est pas gagné. À part le poste d'attaquant avec Nilor et Mendy, tous les autres prêts, ça ne devrait pas renforcer les Girondins, quoi. Sauf si ces joueurs augmentent leur performance. Et puis Nilor, je crois qu'il a joué notamment avec Jules Koundé et tout ça, notamment en Youth League, où il avait permis au club de jouer un barrage contre, après c'était trop compliqué, contre Leipzig, si je dis pas de bêtises, ou peut-être c'était Salzbourg. Mais voilà, non, clairement, comme tu le dis, Nico, c'est compliqué. Je veux dire, Benrahou, il y a Adli. Du côté de Bernardoni, tu as Costil et Poussin qui grappillent du temps. Oui. Non, ils se renforceront pas, à moins d'avoir un alignement de bonne planète pour Benrahou, par exemple. Mais ça, j'y crois pas une seule seconde. Ok. Bon, voilà. Donc, un mot pour terminer cet apéro girondin, Nico.
Non, mais on espère en tout cas que Bordeaux va continuer à sortir des jeunes du centre de formation, parce que même si c'est vrai que on peut fustiger un petit peu le centre de formation des Bordelais, ça fait quand même Flo, à parler des joueurs, hein, mais que ce soit Zedou, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, il y a quand même des joueurs qui sortent et il faut continuer à le faire. On sait que le club a complètement changé de stratégie au niveau post-formation, où justement ils sont plus dans la post-formation de joueurs que dans la formation, avec l'achat de mecs qui ont 18, 19 ans et qui vont jouer avec la réserve et qui ont un potentiel pour intégrer les pros, même si on les a pas encore vus pour l'instant. Sousa, juste qu'ils sont pas encore prêts, mais c'est vrai que le salut du club actuellement, vu les difficultés financières qu'il y a, c'est ça, c'est la formation, c'est être bon sur le recrutement des jeunes joueurs, flairer les bons coups, les bonnes opportunités pour faire des plus-values à la revente. Ça passera par là, parce que si le centre de formation s'écroule et qu'on sort pas un joueur, ça va être compliqué d'exister et d'être performant en Ligue 1. Exactement. Bon, merci messieurs, j'espère, chers auditeurs et auditrices, que ça vous a amené un peu plus d'informations sur les joueurs en prêt. Merci Florian. Merci à toi. Et puis en espérant, moi je reste quand même toujours, j'ai un petit espoir de revoir Raoul Bonellanova en Gironde, même si j'ai des doutes, vu comment ça a fonctionné avec Paulo Sousa et qu'on sait apparemment que c'était quand même l'un des principaux retardataires à l'entraînement, mais c'est dommage qu'il avait vraiment un sacré potentiel, et là pour le coup ça aurait été intéressant dans cette on va dire dans cette politique d'acheter des jeunes pas trop chers. On le rappelle, Bordeaux avait juste donné des sous pour la formation à l'AC Milan, mais force est de constater que malheureusement il avait pas il a pas plu à Paulo Sousa, pas sur le terrain, mais par rapport aux à côté. C'est dommage. Eh bien, merci messieurs, merci Nico, merci Flo. Rendez-vous demain pour un autre podcast. À bientôt, salut. Salut.